ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des rapports entre art et science maintenant, dans notre contexte culturel. Et je vais surtout essayer de mettre l'accent sur les difficultés de ces rencontres. Mettre en garde contre un certain nombre de risques de banalité, qui empêcheraient ces rencontres d'apporter tous leurs fruits. Alors, la première mise en garde que je voudrais faire, c'est soyons extrêmement attentifs à ne pas basculer trop facilement dans des grandes généralités sur les rapports entre art et sciences. Ce que j'appelle les grandes généralités sur les rapports entre art et sciences, je l'ai vu illustré de façon tout à fait remarquable il y a quelques années sur le musée océanographique de Monaco, où vous aviez ces deux princes 1910-2010, avec des citations que je vous lis, vous pouvez les lire là. Albert Ier disant « J'ai voulu réunir dans un même éclat les deux forces directrices de la civilisation, l'art et la science, remarquez les capitales. » Et Albert II, la rencontre entre art et science est source d'émotion et de raison. Elle incite à une réflexion sur l'état du monde et le devenir de l'humanité. Une fois que vous avez dit ça, vous n'avez strictement rien dit, évidemment, parce qu'on se situe à un niveau de généralité tel que, si j'ose dire, ce n'est même pas faux, et que donc il n'y a pas grand-chose à en dire. Or, beaucoup de discours sur les rapports entre art et sciences montrent une tendance, à cause de la difficulté même à spécifier l'objectif de ces discours, à basculer assez facilement dans des généralités de ce genre-là. Il y a un certain nombre de fausses pistes qu'il me semble nécessaire d'éviter. La première, c'est celle qui consiste à réunir art et sciences dans une même entité au prétexte que les artistes et les scientifiques seraient tous les deux des créateurs. La création serait commune aux artistes et aux scientifiques, et c'est à partir de là qu'ils seraient en mesure de se réunir et de s'échanger. Il me semble qu'on est là encore face à une de ces généralités que je mettais en cause, car ce n'est, là encore, même pas faux. Bien entendu, les artistes et les scientifiques créent, mais ne créent pas de la même façon. Et c'est dans ce pas de la même façon, dans cette différence, qu'est, à mon avis, l'intérêt. Au surplus, si l'on adoptait ce point de vue générique, la création, on ne voit pas pourquoi on la limiterait à l'art et la science. Après tout, c'est une constante de pratiquement toute activité humaine que d'être créatrice, et il conviendrait alors de convoquer, je ne sais pas moi, aussi bien des ingénieurs que des cuisiniers, que sais-je encore, qui sont également dans leur domaine des créateurs. Donc, essayons d'aller un peu plus profond que l'invocation de termes aussi généraux que cela. Le deuxième risque, c'est celui de convoquer une relation entre art et science au motif qu'il y aurait du côté de la science de la beauté. Je vais y revenir un peu plus en détail dans quelques minutes. La science serait belle, aurait un certain type de beauté, et par là, dit-on trop souvent, rejoindrait naturellement l'art. Outre que la question de la beauté n'est plus aujourd'hui, depuis quand même un bon siècle, la question principale de l'art, qui ne s'intéresse pas au beau en tant que tel, mais plutôt au sens, outre que la beauté n'est pas le critère décisif pour que l'on parle d'art, il me semble, et je vais y revenir, que la question du beau dans la science se pose d'une façon un peu plus difficile qu'on veut bien le dire. Le troisième thème serait celui de la vérité dans l'art, qui est un thème symétrique. Il y aurait de la beauté dans la science, il y aurait de la vérité dans l'art, ce qui permettrait les croisements. Je n'insisterai pas trop sur ce troisième thème, dont d'ailleurs je crois que Paul va parler, et je reviens pour un petit moment sur la question de la beauté de la science qui justifierait des relations consubstantielles avec l'art. Et effectivement, on a vu se multiplier au cours des dernières années, quelques décennies, toute une série d'initiatives
comme par exemple celle-ci, Art of Science, qui est un grand concours de photographie aux États-Unis dans lequel les scientifiques, les chercheurs dans leur laboratoire sont invités à envoyer leurs plus beaux clichés de façon à faire l'objet d'une sélection de prix et d'expositions. Donc on leur dit, vous avez sûrement dans vos tiroirs des photographies très très belles, envoyez-les-nous. Et alors ça donne des images de ce genre-là. Dont vous pouvez penser qu'elles ont un certain caractère esthétique, elles ne sont pas désagréables à l'œil, soit. Maintenant, est-ce de l'art? C'est tout à fait douteux, bien évidemment. C'est douteux à plusieurs égards. D'abord, elles ne sont pas faites pour ça. Ce sont des photographies qui, en principe, ont un rôle cognitif, qui sont prises dans les laboratoires pour mettre en évidence tel ou tel phénomène, qui, au surplus, dans la majorité des cas, sont ensuite traités en fausse couleur pour, si j'ose dire, simplement en mettre plein la vue. N'imaginez pas que toutes les photos des laboratoires sont toujours aussi spectaculaires que cela. Souvent, c'est des photos en noir et blanc, grisâtres, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour quiconque est étranger au métier et ne peut pas discerner spécifiquement ce qu'il y a de particulier dans la photographie. Alors j'entends bien qu'il y en a, par exemple, dans le domaine de l'astronomie, où la couleur, fausse couleur en général, joue un rôle scientifique, mais ce n'est pas pour cela qu'on a affaire automatiquement à de l'art. Vous remarquerez d'ailleurs que dans ce concours Art of Science, on ne demande absolument pas aux chercheurs qui envoient leurs photographies d'expliquer de quoi il s'agit. On se contente du pur spectacle, de la pure vision, ce qui est évidemment ne pas rendre justice à ce qu'il peut y avoir de profondément scientifique dans l'image elle-même. On est là plutôt dans un domaine que, pour ma part, j'appellerais volontiers du techno-kitsch, qui consiste simplement à vous en mettre plein les mirettes avec des images spectaculaires, mais dont le sens et le contenu vous échappent totalement. On a vu une chose du même genre ici en France, quand l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, a organisé une exposition sur le même principe de photographie empruntée dans ces différents laboratoires, avec une petite différence, ça donne des choses de ce genre-là, qui sont, vous ne le voyez sans doute pas parce que le contraste n'est pas très bon, qu'il y a quelques lignes au moins de tentatives d'explicitation du contenu de la photographie, mais qui sont d'une certaine façon immédiatement annulées par un titre purement métaphorique qui est donné à l'image. Celle-ci est intitulée « Le chanteur de jazz », alors qu'il s'agit manifestement de cellules dans une culture quelconque. Là encore, probablement traité en fausse couleur. Chanteur de jazz, parce que j'imagine que vous pouvez voir là des bouches grandes ouvertes. Et vous aviez toute une série de panneaux de ce genre-là. Celui-ci s'appelle Abysse, parce qu'il est censé évoquer le fond des océans. Celui-là s'appelle Trou noir, pour des raisons visuellement évidentes, mais scientifiquement totalement aberrantes, puisqu'il s'agit en fait d'une cellule avec des filaments d'ADN qui n'a rien à voir avec l'astrophysique. Rose des sables, pour celui-là, non c'est celui-là qui s'appelle Rose des sables, alors que c'est une cellule en voie de division, etc. Je n'insiste pas, mais vous voyez que là encore, on abuse, me semble-t-il, très aisément d'un critère esthétique. Esthétique, oui, ça peut plaire à l'œil. Est-ce que parce que ça plaît à l'œil, c'est automatiquement artistique? Évidemment, non, surtout dans le contexte de l'art contemporain. Alors, on peut essayer de creuser un petit peu plus fort, un petit peu plus loin, et de se demander si quand même il n'y aurait pas quelque chose qu'on pourrait appeler une beauté de la science au-delà ou en deçà de ces images spectaculaires. C'est un thème qui a été abondamment traité par les scientifiques eux-mêmes. Je vous en donne un ou deux exemples, mais on pourrait faire un véritable florilège de telles citations.
La première est due à Louis de Broglie, grand physicien du début du siècle. Une doctrine qui parvient à réaliser une vaste synthèse produit sur le théoricien une impression de beauté et l'incline à croire qu'elle renferme une grande part de vérité. La beauté serait convoquée comme une garante de la vérité. Hermann Weyl, immense mathématicien du début du XXe siècle, a écrit « Dans mon travail, j'ai toujours tenté d'unir le vrai et le beau, et quand il m'a fallu choisir entre l'un et l'autre, j'ai le plus souvent choisi le beau. » Ça, c'est absolument extraordinaire de voir un mathématicien affirmer une telle chose, c'est-à-dire affirmer que pour lui, le beau l'emporte sur le vrai. Ben, évidemment, ce n'est pas le cas quand on regarde ses œuvres. Bien évidemment, en tant que mathématicien, il démontre, il essaye de démontrer des théorèmes, donc il est à la recherche de la vérité. Ce qu'il veut dire par là, derrière les traits abusives capitales du vrai et du beau, c'est qu'il y a effectivement un sentiment esthétique dans le travail du mathématicien ou du physicien, et que ce sentiment esthétique est parfois un guide utile dans une recherche, et parfois un guide tout à fait trompeur. On pourrait multiplier les exemples de cas où c'est en privilégiant un aspect plutôt esthétique, harmonieux, agréable, qu'on s'est en fait complètement trompé. Donc là encore, je crois qu'il faut faire extrêmement attention et prendre avec des pincettes ce genre d'argumentation. D'accord, les physiciens et les mathématiciens ont un sentiment de beauté par rapport à leur travail, mais d'une part, ce sentiment est extrêmement spécifique, n'est pas aisément partageable, car il est lié à une pratique propre, et toute pratique humaine, quelle qu'elle soit, c'est le cas de la cuisine, c'est le cas de la mode, c'est le cas de la construction, a évidemment des critères esthétiques propres à ceux qui exercent cette pratique. Et donc je crois qu'il faut vraiment se méfier pour ne pas tomber dans des exploitations qui, moi, me semblent abusives, comme certains travaux, je donne juste un exemple là, mais on pourrait les multiplier, de certains artistes contemporains. Je vous montre là un travail de Bernard Venet qui a beaucoup exploité à des fins esthétiques des équations ou des diagrammes physico-mathématiques. Alors vous voyez là, il y a un diagramme qui est extrêmement symétrique, donc qui semble avoir un caractère particulièrement élégant. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que d'une part, évidemment, le fond turquoise sur lequel Venet retrace ce graphique n'a strictement rien à voir avec son contenu mathématique, et que d'autre part, il a fait 3 ou 4 erreurs typographiques en le recopiant, ce qui prive ipso facto ce graphique de sa validité proprement mathématique. Que reste-t-il alors? À mon avis, pas grand-chose. Pour détailler encore un tout petit peu ce point, les physiciens et les mathématiciens dont je parlais tout à l'heure parlent assez souvent de la beauté de leurs équations. Ils disent « Ah, cette équation, elle est vraiment belle ». Mais je vais essayer de vous montrer que ce critère de beauté, dans leur cas, est un critère véritablement interne qui n'est pas partageable, donc qui ne relève pas, ou pas directement, ou en tout cas très difficilement, d'un échange culturel large.